Thelion est un personnage important, vivant dans la belle cité de Gondolin au premier âge. Mais dans l'épisode principal, on n'a fait que survoler la beauté et l'importance de la cité cachée. Ce complément est là pour parler de la ville de Turgon, belle et majestueuse. Avant toute chose, partagez cet épisode, likez-le, commentez-le, dites-moi genre, qui est votre personnage préféré à Gondolin par exemple. Et tout commence dans la ville de Vinyamar, à l'aube du premier âge. Après l'exil des Noldor, alors que l'ombre de Morgoth s'étendait sur le monde, Turgon, fils de Fingolfin, reçut un rêve, un appel du Vala Ulmo, le seigneur des eaux. Guidé par cette vision, il quitta Nevrast et s'aventura dans les montagnes inexplorées de Beleriand jusqu'à découvrir une vallée secrète, cachée aux regards tant des mortels que des immortels. Tumladen. Là, au cœur de cette vallée naturelle, il vit s'élever dans son esprit une cité d'une splendeur égale à Tirion sur Tuna, un reflet de la gloire de Valinor en terre du milieu. Alors, dans le plus grand des secrets, Turgon fit bâtir Gondolin, la cité cachée. Un joyau ciselé de marbre blanc, de pierres étincelantes, où chaque tour semblait toucher le ciel. Son peuple, quittant Nevrast sous l'abri de la nuit, vint peupler ce sanctuaire inviolé, devenant les Gondolindrim, les elfes de la cité des champs. Gondolin devint alors un mirage inaccessible, protégé par les montagnes de l'Ecoreath, qui dressait une muraille impénétrable contre les espions et les serviteurs de Morgoth. Et plus haut encore, planant dans l'azur des cieux, les grands aigles de Torondor veillaient sans relâche, leur regard perçant déjouant tout approche ennemi. Ainsi Gondolin, la plus belle des cités elfiques du premier âge, grandit dans le secret et la splendeur, un dernier bastion d'espoir dans un monde assombri par la guerre. Mais, bien avant que Gondolin ne devienne le joyau caché de Beleriand, la vallée de Tumladen n'était qu'un vaste lac, enfermé dans l'écrin des montagnes encerclantes. Au centre de ces eaux, jadis immobiles, une île solitaire se dressait. Amon Gwareth, haute et fière, comme un trône oublié de quelque âge ancien. Mais avec le temps, le lac se tailla un passage à travers la roche, vidant petit à petit son niveau et dévoilant cette terre secrète, n'offrant qu'une seule et unique voie d'entrée. Le chemin tortueux d'Olfach Ekor, une faille dissimulée aux yeux du monde. C'est en l'an 50 du premier âge que Turgon, prince de Nevrast, entreprit un voyage vers le sud en compagnie de son cousin Finrod. Dans les mers du crépuscule, au cœur du silence ondoyant des eaux, les deux elfes s'endormirent, bercés par les flots et par la volonté d'Ulmo aussi. Le Vala des profondeurs leur envoya des visions de ténèbres grandissantes, de murailles tombant sous le feu et du besoin urgent de bâtir des refuges inaccessibles. Pourtant, aucun des deux ne parla de ses rêves troublants à l'autre, mais chacun, de son côté, se mit en quête d'un sanctuaire. Finrod, il a bientôt trouvé l'endroit où naîtrait Nargothrond, mais Turgon, lui, chercha encore, et encore, puis il rentra à Nevrast, redouille. 3 ans passèrent, jusqu'à ce qu'Ulmo lui-même lui apparaisse à nouveau. Cette fois, sur les rivages grondants de la mer, le seigneur des eaux lui ordonna alors de partir seul. Suivant la voie invisible du Vala, Turgon traversa les terres oubliées jusqu'à atteindre la vallée de Tumladen. Lorsqu'il a posé les yeux sur Amon Gwareth, il a su que son errance prenait fin ici. Et qu'ici, une nouvelle cité s'élèverait, une réminiscence de Tirion sur Tuna, un dernier fragment de la splendeur de Valinor en terre du milieu. Mais un tel rêve, ça ne se bâtissait pas à la hâte. Alors le temps s'écoula, s'étira. Après Dagor Aglareb, la bataille glorieuse, en l'an 64, l'inquiétude refit surface dans le cœur de Turgon. L'ombre d'Angband s'étendait toujours, et il savait que l'heure viendrait
où nul ne serait en sécurité en Beleriand. Prenant les artisans les plus habiles et les esprits les plus talentueux de son peuple, il les mena en secret jusqu'à la vallée de Tumladen. Et sur Amon Gwareth commença à s'élever les premières pierres de ce qui deviendrait plus tard Gondolin. Pendant 52 ans, derrière un mur de silence et sous la garde invisible d'Ulmo, la cité prit forme. Elle devint... Non, imaginez, une œuvre de perfection, un éclat d'argent et de pierre blanche, baigné de 1000 fontaines chantantes. Lorsque les derniers détails furent achevés, Turgon lui donna un nom, Ondolinde, le rocher de la musique et de l'eau. Mais en Sindarin, elle serait connue sous un autre nom, Gondolin, le rocher caché. L'an 116 vit la fin de cet âge de préparation. Et avant d'abandonner Nevrast, Turgon reçut une ultime visite d'Ulmo, une dernière parole du Vala avant que le destin ne s'accomplisse. Voici à peu près qu'il a été dit. Va maintenant vers Gondolin, ô Turgon, car l'heure est venue. Je maintiendrai ma puissance sur la vallée du Sirion et sur toutes les eaux qui s'y écoulent, afin que nul ne perçoive ton départ et que nul ne puisse franchir l'entrée cachée sans ton vouloir. Parmi les royaumes de l'Eldalier, Gondolin sera celui qui tiendra le plus longtemps face à Melkor. Pourtant, garde-toi d'oublier la malédiction qui pèse sur les Noldor, car nul n'y échappe entièrement. Il se pourrait qu'avant la fin, la trahison se glisse entre tes murs, et que le feu menace alors tes remparts. Mais si cette heure funeste approche, alors un messager viendra même de Nevrast pour t'en avertir. Laisse ici une armure, des armes, je te dirai comment les fabriquer. Ainsi, le moment venu, tu ne seras pas dupé. Ainsi s'éleva Gondolin. La cité cachée, la merveille des Noldor en exil, le peuple de Turgon, composé de ses fidèles issus des rangs de Fingolfin et des Sindar de Nevrast, quitta silencieusement les rivages pour gagner la vallée secrète de Tumladen. Ils voyagèrent en petite compagnie, dissimulés aux yeux de Morgoth, protégés par la volonté d'Ulmo et le manteau des montagnes évidemment. Lorsqu'ils atteignirent enfin leur nouveau foyer, ils poursuivirent l'œuvre du roi, élevant des murailles qui brillaient comme de la neige sous les étoiles et bâtissant des demeures dignes de Valinor. Au centre de la cité s'élevait la grande tour du roi, veillant sur la plaine. Et c'est là, parmi les fontaines, que Turgon fit ériger Glingall et Belthil, les arbres d'or et d'argent, échos des 2 arbres défunts de Valinor. Car si la lumière originelle était perdue, un éclat d'elle survivait encore, en ce lieu préservé du monde et du mal qui l'assaillait. Cet éclat, il était dans l'esprit de Turgon qui avait vu la lumière des arbres, il essayait de la reproduire, mais Turgon n'était pas Fëanor. Gondolin était l'ultime refuge, la dernière splendeur des Eldar en terre du milieu, mais même une cité bénie des Valar ne pouvait échapper à l'ombre pour toujours. Bon, il est temps pour moi de vous parler d'un gars, Maeglin qu'il s'appelle. Et pour parler de lui, il va falloir remonter un petit peu dans le temps. Je vous explique. À ce moment-là, Gondolin vivait ses plus belles années. 2 siècles de paix, rien que ça. Morgoth, il était toujours coincé dans le nord, à rager dans son coin. Et la cité cachée, elle prospérait, coupée du reste du monde. Personne pour venir troubler la tranquillité des Gondolin Dream. La vie y était belle. Presque trop belle en fait. Mais comme toujours, il y avait une exception. Et cette exception, c'était Aredel. Non, Aredel, ça veut pas dire exception en Sindarin, ne vous inquiétez pas. Aredel, c'était la sœur de Turgon, la dame blanche de Gondolin. Elle commençait à trouver le temps long derrière ses murs de marbre. Elle voulait revoir Beleriand, galoper sous le ciel libre, sentir le vent dans les grandes plaines, chasser avec les fils de Fëanor. Alors, contre l'avis de son frère, qui pour le coup sentait bien que c'était une idée foireuse, elle a décidé de partir. Sauf que sortir de Gondolin, c'était une chose. Y revenir,
c'est une autre chose. Et pour elle, ça allait pas se passer comme prévu du tout. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Aredel s'en est allée de Gondolin, et après plus de 80 ans d'absence, elle réapparaît comme une fleur aux portes de Turgon. Mais elle n'était pas seule. Avec elle, un gamin aux yeux sombres et perçants. Maeglin, c'était son fils. Le fils qu'elle avait eu avec un certain Éole, l'elfe noir. Alors, si vous voulez les détails croustillants sur l'histoire du couple ultra toxique, j'ai déjà fait une vidéo sur Éole il n'y a pas si longtemps que ça. Donc allez la voir, la qualité devrait être au rendez-vous à peu près. Mais en gros, Aredel s'est retrouvée piégée par ce gars qui n'aimait ni la lumière ni les grandes cités et qui par-dessus tout détestait les Noldor. Paix ton ambiance! Sauf que Maeglin, lui, il avait qu'une seule obsession, Gondolin. Toute son enfance, il avait rêvé de cette cité magnifique dont sa mère lui parlait en secret. Alors un jour, il en a eu marre. Et lui et sa mère, ils ont filé en douce vers la cité cachée. Tout ça pendant que leur père, il était à une réunion avec des nains. Turgon, lui... Turgon était aux anges, évidemment. Non seulement sa sœur revenait après tout ce temps, mais en plus il découvrait un neveu. Il a accueilli Maeglin à bras ouverts. Il lui a donné une place d'honneur, et le gamin s'est enfin senti chez lui. Contrairement à la maison d'Éole. D'ailleurs, Éole, lui, il n'avait pas dit son dernier mot. Il les avait suivis discrètement, et il est arrivé peu après aux portes de la ville. Problème, ça. Des problèmes. Manque de bol pour lui, les lois de Gondolin étaient plutôt très claires. On entre, mais on sort pas. Capturé, il a été amené devant Turgon qui lui a expliqué la situation. Et Éole, fidèle à lui-même, il a refusé de plier le genou. Pire encore, il a lancé une fléchette empoisonnée qui visait Maeglin, préférant voir son fils mort plutôt que le laisser devenir un Noldor comme les autres. Sauf que le destin est cruel. La fléchette a pas touché Maeglin. Elle a atteint Aredel. Et même si la fléchette a été retirée sans problème et tout, Aredel est morte dans la nuit. Imaginez la sentence maintenant pour ce meurtre. Éole a été conduit sur Karak-Dur, une falaise abrupte dominant la cité, et sans un mot, sans un cri, il a été précipité dans le vide. Fin de l'histoire pour l'elfe noir. Maeglin, lui, il y était pour rien dans tout ce chaos. Il avait ni lancé de fléchette, ni défié Turgon, alors le roi l'a accepté sans hésiter. Il lui a même offert une place parmi les siens. Et franchement, Maeglin en a profité à fond. Il est devenu un seigneur respecté de Gondolin, un maître forgeron dont les talents en métallurgie étaient inégalés. En tout cas pas à cet âge du monde. Il conseillait Turgon, il a participé aux grandes décisions, il a gagné de l'influence. Bref, tout semblait aller pour le mieux pour lui. Mais voilà, une graine de mal avait été semée. Car sous son apparence parfaite, Maeglin cachait un lourd secret. Un secret qui lentement mais sûrement allait ronger son cœur et le mener sur une voie dont il ne reviendrait jamais. Mais ça, les amis, c'est une autre histoire. On en parle un petit peu plus tard quand Maeglin va revenir dans le récit. On revient à la guerre ? On revient à la guerre. Ainsi, alors que les flammes de la guerre embrasaient le Beleriand, Gondolin restait dans l'ombre, préservé du chaos par ses montagnes infranchissables et par le pouvoir d'Ulmo. Mais même la cité cachée ne pouvait échapper à jamais au vent du destin. Lorsque le grand siège d'Angband fut brisé par le feu et le sang lors de Dagor Bragollach, le peuple de Turgon ne leva pas les armes. Pourtant, en l'an 458 du Premier Âge, Gondolin fut mêlé au fil du destin, non par la guerre, mais par le hasard. Ou peut-être par la volonté des dieux, en fait. Deux frères, jeunes et intrépides, issus de la race des hommes, s'égarèrent dans les montagnes escarpées du Critaegrim. Húrin et Huor, fils de la maison de Hador. Ils s'étaient battus vaillamment, mais la bataille les avait séparés de leurs compagnons. Perdus et traqués, ils n'auraient jamais survécu si le roi des cieux ne les avait pas vus. Thorondor, seigneur des aigles, descendit de son trône céleste et dans un battement d'ailes, emporta les deux frères au-delà des cimes enneigées, jusqu'aux portes même de Gondolin. Là,
Turgon, n'hésitant d'abord à briser la loi sacrée interdisant l'entrée aux étrangers, se souvint des paroles d'Ulmo. Car un jour viendrait où l'aide des hommes serait précieuse et où un enfant de leur peuple changerait à jamais le sort de la cité. Alors il les accueillit dans son royaume. Il leur offrit gîte, honneur, et pendant près d'une année, Húrin et Huor virent de leurs propres yeux la splendeur de Gondolin. Mais lorsque l'heure vint pour eux de partir, Turgon fit une exception que jamais il n'avait faite auparavant. Il leur ouvrit les portes et les laissa repartir, à 2 conditions. La première est qu'ils ne révèlent jamais où se trouvait la cité, à quiconque. Et la deuxième était qu'ils repartent de la manière dont ils étaient arrivés. Donc, accrochés à Thorondor. Les frères tinrent parole. Mais le murmure du secret devint un écho. L'écho devint une rumeur. Et bientôt, les ombres portèrent ce nom oublié jusqu'aux oreilles de Morgoth lui-même. Et pendant ce temps-là, quelque part, une femme pleurait. Luthien, fille de Thingol et de Melian. Elle volait quelque part au-dessus des terres désolées, sur le dos d'un aigle. Son bien-aimé Beren était dans ses bras, gravement blessé après leur combat contre Morgoth. Et dans la nuit, au loin sous la lueur des étoiles, elle aperçut la lueur de la grande tour de Gondolin. Une flamme blanche au cœur d'un joyau d'émeraude, une lumière de pureté dans un monde consumé par l'obscurité. Et dans son cœur, elle sut qu'un jour, même cette lumière serait menacée. Les flammes de Dagor Bragollach s'étaient à peine éteintes que déjà les peuples libres préparaient leur vengeance. Au cœur du Beleriand, rois et seigneurs rassemblaient leurs armées pour frapper Morgoth en plein cœur. Mais dans le secret de ces montagnes, Turgon, lui aussi, tissait son propre destin. Car si Gondolin restait cachée, elle n'en demeurait pas moins une force puissante, un espoir inébranlable dans un monde ravagé par les ténèbres, et lorsque vint l'heure des Nirnaeth Arnoediad, bataille des larmes innombrables, Turgon prit une décision audacieuse. Il brisa le secret et envoya ses guerriers sur le champ de bataille. Ce moment était censé être glorieux. Surgissant à l'improviste, les forces de Gondolin tombèrent sur l'ennemi comme une vague d'acier et d'argent. À leur côté, combattaient les braves de la maison de Hador, les hommes du Nord menés par Húrin et Huor. Sous la bannière blanche de Turgon, elfes et hommes se battirent comme jamais auparavant. Mais vous le savez maintenant. Vous l'avez vu dans l'épisode sur Ecthelion. Ce fut un massacre. Les armées du Beleriand furent brisées, écrasées sous la puissance des légions de Morgoth. Une par une, les grandes maisons tombèrent. Et bientôt, la défaite devint inévitable. Pourtant Turgon refusa de périr ce jour-là. Sur les conseils de Huor, il ordonna la retraite, et les derniers guerriers de Gondolin se frayèrent un chemin hors du carnage. Ils revinrent à la cité, mais presque tous avaient péri. Le seul survivant parmi les hommes fut Húrin, capturé par les orques et conduit enchaîné devant Morgoth, car Morgoth avait entendu parler du fait que Húrin savait où se cachait Turgon. Et le Seigneur des Ténèbres, plus que tout autre, craignait Turgon. Il le savait, parmi tous les princes des Noldor, Turgon était celui qui lui échapperait le plus longtemps. Il avait déjà une ombre au cœur, à l'époque très lointaine de Valinor, quand il côtoyait Turgon. Il savait que sa fin viendrait de lui. Il voyait dans Gondolin une menace plus grande encore que les armées de tous les autres seigneurs réunis. Car la lumière qui s'élevait de cette cité n'était pas qu'un éclat d'argent ou de pierres précieuses, non, c'était une promesse, un défi lancé aux ténèbres. Alors il tourmenta Húrin. Jour après jour, il le fit souffrir, cherchant à lui arracher une bribe de secret de celui qu'il convoitait plus que tout, l'emplacement de Gondolin. Mais Húrin, fils de Galdor des humains, ne plia jamais. Morgoth lui offrit la liberté, il lui offrit des richesses, il lui offrit un trône s'il trahissait la cité, mais Húrin avait ri au visage du Seigneur des Ténèbres. Alors Morgoth déchaîna toute sa cruauté, et Húrin, enchaîné au sommet du Thangorodrim, fut condamné à voir sans pouvoir agir. Il devait voir les malheurs qui allaient s'abattre sur son peuple, il devait voir sa lignée se casser la figure,
et se trahir elle-même. Car la haine de Morgoth est patiente. Et même si Gondolin lui échappait encore, l'ombre de la trahison s'étendait lentement. Maeglin. Vous voyez, je vous avais dit qu'on reparlerait de lui. Maeglin était revenu des Nirnaeth Arnoediad avec une amertume nouvelle dans le cœur. Il avait vu la guerre, il avait goûté à la peur et surtout, il avait compris à quel point Gondolin était vulnérable malgré ses murailles et ses secrets. Alors il se mit à l'œuvre. Dans les profondeurs de la cité, sous la lumière pâle des lampes elfiques, il forgea son plus grand chef-d'œuvre, la porte d'acier. Elle fut la dernière des 7 portes de Gondolin et la plus impénétrable, la plus redoutable. Aucun ennemi ne pourrait la briser, aucun traître ne pourrait la franchir. Ou du moins c'est ce qu'il croyait. Car si Maeglin bâtissait des défenses pour protéger la cité, c'était aussi pour se protéger lui-même. Il était puissant, il était respecté, mais jamais aimé. Et c'est ce qu'il désirait plus que tout. Car son regard ne se tournait pas vers l'avenir glorieux de Gondolin, ni même vers le trône de Turgon. Il était fixé sur une personne, une seule autre personne. Idril, la fille du roi. Mais elle ne lui appartenait pas, et son cœur ne lui appartiendrait jamais. Et c'est ainsi que dans l'ombre de la porte d'acier qu'il avait lui-même forgée, Maeglin scella son propre destin. Car lorsqu'un cœur s'empoisonne de jalousie, les murs les plus solides ne suffisent pas à contenir la trahison. Ok. Je vais devoir vous parler un peu de Tuor. Et je peux pas faire un résumé de qualité sans tout raconter. Alors, tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de mettre les pieds à Gondolin, le destin de Tuor s'était déjà scellé sur les rivages oubliés de Vinyamar. Là, sous les vents salés et le chant des vagues, il trouva une certaine armure, laissée des siècles plus tôt par Turgon lui-même sur l'ordre d'Ulmo. Cette cotte de maille scintillante lui allait comme un gant. Et le bouclier gravé du signe du Seigneur des Eaux et son épée forgée pour un roi étaient parfaitement à sa taille. Tout attendait Tuor, lui précisément, comme si le temps n'avait pas osé poser sa main sur ses reliques. Lorsqu'il revêtit cette armure, il n'était plus un homme errant. Il était le messager d'Ulmo, un messager du destin. Il a été guidé par Voronoi, et il a parcouru le chemin périlleux jusqu'à la cité cachée, franchissant une à une les 7 portes de Gondolin. Et lorsqu'enfin les hautes murailles blanches se dressèrent devant lui, lorsque les fontaines chantèrent à ses oreilles et que la lumière d'argent et d'or caressa son visage, il sut qu'il était arrivé au cœur d'un rêve ancien. Maeglin haïssait Tuor. Au moins, c'est clair. Non, pas une simple jalousie, pas un mépris passager, non. C'était une haine profonde, brûlante, un feu noir qui consumait son cœur à chaque regard qu'il posait sur lui. Tuor n'avait rien à faire à Gondolin. Ce n'était qu'un homme, un être éphémère voué à mourir en un battement de cils. Et pourtant il marchait dans la cité comme si elle lui appartenait. Il parlait avec Turgon, il a gagné la confiance du roi, il a reçu les honneurs que Maeglin lui-même avait mis des siècles à obtenir. Mais surtout, il avait l'amour d'Idril. Elle aimait ce mortel, elle lui souriait comme elle ne l'avait jamais fait pour Maeglin et bientôt elle devint sienne. Quand leur union fut annoncée, Maeglin ne dit rien, il ne protesta pas, il ne fit aucun scandale. Il se contenta de se taire et de serrer les poings et les dents. Puis Eärendil vint au monde, un enfant né du sang des hommes et des elfes, un héritier qui porterait la lignée de Turgon. Un enfant qui scellait le destin de Maeglin. Alors ce fut terminé. L'ombre en lui avait tellement grandi, la haine devint un gouffre et dans ce gouffre, il n'y avait plus la moindre lumière. Et lorsqu'on vit Maeglin se promener seul près des montagnes, loin des regards, nul ne se doutait qu'il s'apprêtait à commettre l'irréparable. Pour Gondolin, une tempête approche. Une tempête que Turgon lui-même s'efforce d'ignorer, contre l'avertissement d'Ulmo, contre l'avertissement de Tuor.
La fin semble se profiler à l'horizon. Mais cette fin devra attendre, car le chapitre le plus intriguant de l'histoire de Gondolin arrivera lundi sur la chaîne. La chute de Gondolin. Merci d'avoir suivi ce complément d'épisode. En fait, c'est un épisode complet. Je crois que j'ai un peu abusé. Enfin, bref. J'espère que vous prendrez quand même un moment pour un like, un commentaire et surtout pour partager mon travail autour de vous. C'est le meilleur moyen de m'aider. Je remercie les gens qui me soutiennent sur Tipeee et ceux qui viennent me voir sur Twitch le lundi, mercredi et jeudi soir. Merci à tout le monde et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!